Nous avons entamé un parcours il y a 8 semaines. Un petit peu plus parce qu'il y a eu des phases où il n'y en a pas eu, mais 8 semaines. Le but était de vous faire gagner en liberté, de sortir de vos esclavages. On est passé par plein d'étapes, vous voyez. Et j'aimerais en fait conclure ce parcours par la cerise sur le gâteau, si je puis dire, par ce qui paraît complètement superflu et qui pourtant est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'aimerais qu'on parle ensemble des dernières clés pour pouvoir être totalement libre. Car pour le moment, on va dire, vous avez la liberté, avec ce que je vous ai dit avant, les différentes vertus, les 3 étapes, autopossession, automaîtrise, autodétermination, vous avez la liberté d'adolescent. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes sorti de l'enfance. Alors maintenant, il faut rentrer dans le monde adulte. Et pour cela, il faut acquérir 3 vertus, et ces 3 vertus, elles se trouvent dans l'intelligence. La première des vertus, elle s'appelle l'intelligence des principes. Il est nécessaire, pour que vous puissiez être totalement libre, que vous puissiez adhérer aux principes de la réalité. Et pas aux principes idéologiques, vous voyez, que l'on peut avoir sur la réalité. Je vous donne un principe de réalité. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Normalement, si je vous l'ai dit, votre intelligence a adhéré immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est un principe, ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, c'est un principe qui est structurel au réel et structurel à votre intelligence. Aristote déclare que celui qui nie le principe de non-contradiction, il n'y a qu'un seul remède. C'est dans la métaphysique qu'il dit ça. Est-ce que vous connaissez ce remède ? Ouais, vous prenez un bout de bois et vous lui ratatinez la tronche. Voilà. C'est une technique, hein ? Parce qu'en fait, la personne, quand elle va se prendre un bout de bois, elle va se rendre compte que le bout de bois ne peut pas être en même temps là et pas là. C'est-à-dire qu'elle va s'en manger une, et au bout d'un moment, ça va rentrer. C'est-à-dire que le principe de la réalité est tel qu'il ne peut pas être nié dans son aspect non contradictoire. Et même le plus grand débile qui commence à vous dire « Ah non mais moi j'assume la contradiction », eh bien malheureusement, le simple fait de dire « j'assume la contradiction », eh bien ça ne peut pas être en même temps « je n'assume pas la contradiction ». Donc s'il se met à parler, c'est pour dire quelque chose qui n'est pas contradictoire. Et s'il se met à parler en disant quelque chose qui n'est pas contradictoire, alors par là même, il légitime le principe de non-contradiction. L'intelligence des principes, la vertu de l'intelligence des principes, c'est quoi ? C'est la vertu qui est capable de remonter au principe de la réalité par un seul acte d'intelligence, sans avoir à refaire la démonstration en permanence. Un autre principe, le tout est plus grand que la partie. Ça repose sur le principe de non-contradiction, mais personne ne peut le nier en tant que tel. C'est-à-dire que votre main sera toujours plus petite que vous ensemble. Pourquoi ? Parce que la partie faisant partie du tout, eh bien, si la partie augmente, le tout augmente aussi. Ça, c'est, vous voyez, une vertu de base au niveau de l'intelligence. On arrive à une deuxième vertu, qu'on appelle la vertu de science. La vertu de science, qu'on appelle habitus des conclusions, je trouve très beau, c'est le fait d'être capable de saisir lorsqu'une démonstration est valable ou elle ne l'est pas. Il y a des personnes qui ont travaillé cette vertu-là, d'autres qui en ont un talent inné, d'autres qui ne l'ont pas du tout. Ils sont incapables de repérer ce qui est réellement prouvable, ce qui est démontrable dans une démonstration. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant, il suffit que vous ouvriez BFM, CNews, vous ouvrez n'importe quelle chaîne de télévision, vous entendez un expert qui vous prouve par A plus B que... Non, prenons un sujet encore plus clivant, parce que c'est plus drôle. Prenons l'écologie.
Là, vous faites venir 15 000 experts qui vont vous prouver 15 000 trucs, qui vont être complètement contradictoires les uns avec les autres. Certains vont parler d'un réchauffement climatique, d'autres vont dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais qu'il y a un changement climatique. D'autres vont dire que le changement climatique est causé par l'homme, d'autres vont dire que le changement climatique n'est pas causé par l'homme. Et chacun y va de sa démonstration, mais en tant que tel, quand vous regardez CNews et BFM TV, vous n'avez pas accès à la démonstration. Vous avez accès à leurs conclusions. Voilà pourquoi, normalement, quelqu'un qui a l'habitus de science, il est pénible sur un plateau télévisé. À moins de s'appeler Didier Raoult et donc d'avoir compris comment fonctionnaient les médias et donc de s'amuser à les tourner en ridicule parce qu'ils sont ignares. C'est ça que faisait Didier Raoult en permanence. C'est-à-dire la rhétorique du professeur, c'est-à-dire qu'il avait l'habitus de conclusion, il connaissait parfaitement sa démonstration, et donc le journaliste qui ne comprenait pas, en fait, passait pour celui qui était débile. Et parce que l'opposé de la vertu de science, c'est la stupidité. Celui qui est stupide, c'est celui qui n'arrive pas à saisir une démonstration. On lui expose la démonstration et dit « Non mais je ne comprends pas ». Pour différentes raisons. Et c'est là où vous comprenez qu'il est nécessaire d'avoir toutes les vertus dont on a parlé précédemment. Sans force, il est très difficile de maintenir son opinion dans la démonstration face à des gens, face à des hyènes par exemple. Les gens vont vous dire que vous avez tort. Pourquoi vous avez tort? Mais parce que vous avez tort. Et ce sera ça, simplement leur argument, vous voyez. Ou même essayer d'être suffisamment fort, et alors là, je vous le souhaite, moi c'est ce que j'adore. Moi j'adore quand on me montre que j'ai tort. Je me dis que c'est une manière pour moi à la fois de travailler la force et à la fois de travailler la science. Et quand on me montre que j'ai tort, il y a une espèce de bug intersidéral, vous voyez, dans mon cerveau, qui dit « Oh là, la réalité va changer. C'est sûr. Je me suis planté depuis le début. » Mais ça, il faut de la force. Parlez à des personnes âgées, par exemple, et montrez-leur qu'elles ont tort. Regardez le flip qu'elles vont avoir, la panique qu'elles vont avoir, et elles vont préférer rester d'ailleurs sur leur position, par lâcheté, plutôt que d'accepter de changer leur démonstration. Vous voyez, l'habitus de science, c'est celui qui est capable de voir qu'un argument fonctionne et un argument ne fonctionne pas. Dans la promotion, il y en a toujours quelques-uns qui sont très bons là-dedans. Vous savez, c'est les pros pour essayer de démonter l'argumentaire du prof. C'est dès que le prof a parlé, vous les voyez faire. Comme ça. Et là, ils vont essayer d'attaquer. Vous voyez, c'est des petits roquets, là. Ils essaient de bouffer le mollet, là. Et ça, c'est l'habitus de science, vous voyez. C'est la vertu de science. Qui fait qu'on va mettre à l'épreuve. Je me souviens quand j'étais étudiant, c'était notre manière d'honorer les professeurs. C'est toute la promotion se mettait en tête de le coincer. Et donc, toute la promotion, on se disait, allez, on va le dégommer. Ça marchait très bien pour les gens qui étaient de la même école, pour les professeurs qui enseignaient dans l'école, ils avaient l'habitude. Par contre, quand ils faisaient venir un prof de la fac qui n'avait pas du tout l'habitude, on en a fait partir un de cours. Ils comprenaient pas pourquoi on commençait à attaquer. Et j'ai compris qu'en fait, cette tradition, c'est une tradition qui est un peu antique, universitaire, parce que il suffit que vous alliez dans des universités anglo-saxonnes, les soutenances de thèse, vous avez l'impression que le gars qui soutient sa soutenance, il est en train de se faire tuer. C'est-à-dire qu'on le dégomme, le but c'est de le dégommer. Et à la fin, au bout des 4 heures de soutenance de thèse, vous avez tout le monde qui se lève, qui dit bravo, c'était super, extraordinaire, j'ai appris plein de trucs, bravo, merci. Le mec est en sueur, il en peut plus, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, voilà, je me suis fait rouler dessus. Et en fait, tout le monde dit bravo, c'était génial. L'habitus de science, c'est celui qui vous permet de savoir là où est la bonne démonstration et là où elle n'est pas bonne. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui se travaille. Ça commence, vous voyez, par repérer qui est capable de parler de tel sujet ou de tel sujet. Vous voyez, quand on fait venir quelqu'un, par exemple, un homme politique, pour vous parler, par exemple, d'une épidémie, vous devez vous dire, ah, il y a un problème. Il va nous dire quelque chose qui n'est pas légitime. Quand vous voyez arriver un médecin, d'accord, vous dites, d'accord, ok, quelle est ta spécialité en médecine? Quand vous avez un urologue, spécialiste de la pisse et puis de la vessie, qui commence à vous dire, voilà, le Covid, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Mais l'habitus de science doit vous dire, attends, 30 secondes. Quel est aspect?
Si moi, en tant que philosophe, je commence à vous faire un commentaire littéraire, vous le dites dès le début, t'es nul. Ça va pas. Vous voyez, ça commence par là. Et ensuite, on commence à mettre en question les arguments. Et alors là, il faut travailler une matière qui est un petit peu fastidieuse, ou fastueuse, ça dépend des personnes, qui est la logique. Travailler la logique pour essayer de repérer la démonstration. Et donc, avec aussi la justice. Vous savez le nombre de débiles que j'ai rencontrés. Je peux vous assurer, on en rencontre tous les jours. Eh bien, ce qui leur est dû, ce n'est pas forcément qu'on leur assène la vérité ou leurs erreurs dans la tronche, comme ça, avec brutalité. Il leur faut un petit peu de temps. Vous voyez, le contraire, un des contraires aussi de la science, de l'habitus de science, c'est de choisir soi-même l'ordre par lequel on va apprendre le réel. Je me rappelle, en début d'année, il y en a certains qui étaient venus me voir, parmi vous, mais chaque année, il y en a qui le font, pour essayer de me prouver qu'il fallait commencer la philosophie par Nietzsche. Oui. Et oui, il faut rester très bienveillant. Parce qu'en fait, il ne sait pas. Il ne connaît pas. C'est pas que Nietzsche arrive après une certaine histoire de la philosophie, et qu'il critique une certaine histoire de la philosophie, et que si on n'a pas cette histoire de la philosophie, on ne comprendra rien de Nietzsche. Et qu'on prendra quoi de Nietzsche? Uniquement ce qui nous plaît. Et qu'on cherchera dans Nietzsche uniquement ce qui nous est facile. Rochdy et compagnie, là, les pseudo-philosophes d'Internet, qui se servent de Nietzsche en nous disant, voilà la volonté puissante. Il ne comprend rien à Nietzsche, il ne connaît rien de Nietzsche. Et finalement, il s'occupe juste de prendre des concepts d'un philosophe parce que ça lui plaît. Et vous voyez, c'est de l'intempérance, là. Là, on est dans l'intempérance la plus profonde. Dans la science, il y a quelque chose de pénible. Il y a une méthodologie pénible. Il y a quelque chose qui est aride, mais qui est nécessaire pour pouvoir être libre après, sortir de l'esclavage. Je terminerai par la dernière vertu. Celle que je préfère. Ce qu'on appelle la vertu de sagesse. Vous savez, philosophe, philiates sophos, c'est l'amour de la sagesse. Alors quand vous parlez à certains philosophes qui ne savent pas ce qu'est la sagesse, ça m'est arrivé plusieurs fois, gens qui me disaient, voilà, moi je suis professeur de philosophie, je leur disais, ah très bien, c'est quoi la sagesse? Ils me disaient, bah c'est... Le résultat, je ne sais pas ce que c'est le... Et là, la vertu de science revenait, c'est-à-dire que, d'accord, il faudrait qu'on définisse un peu quand même. La sagesse, qu'est-ce que c'est? Alors ça vient du latin sapere, ça veut dire goûter. C'est hyper étonnant qu'on ait choisi un mot gustatif pour quelque chose d'intellectuel. Mais parce que justement, la sagesse, ce n'est pas connaître les choses, c'est goûter les choses. Et pour moi, celui qui l'a le mieux compris, c'est Platon. Platon est un maître en sagesse. Et il comprend une chose, c'est que la sagesse, c'est quoi? C'est contempler les choses dans leurs causes les plus hautes. C'est être capable de contempler les choses dans leurs causes les plus hautes. Alors là, ça fait délire intellectuel, vous voyez. Quand on parle comme ça à quelqu'un, vous allez en école de commerce, par exemple, vous dites, voilà, la sagesse, c'est contempler les choses dans les causes les plus hautes. On vous dit, c'est super, mais toi, t'es pour le chômage, en fait, hein, t'es bien orienté. Pourtant, c'est uniquement là-dedans, dans ce type d'activité, que l'homme peut éprouver un véritable bonheur. C'est uniquement là-dedans, dans ce type d'activité, que l'homme peut éprouver un véritable bonheur. La contemplation, c'est quoi? C'est être capable de voir la cause la plus haute dans les choses inférieures. Alors la contemplation, elle commence par des choses bas de gamme. Vous voyez, vous contemplez par exemple un objet d'art. C'est le plus simple. Vous êtes capable de contempler l'auteur à travers l'œuvre d'art. Vous voyez, alors vous écoutez une musique, vous dites « Ah, ça c'est du Chopin, ça !» Et il y a une espèce de joie à découvrir que c'est du Chopin et de reconnaître Chopin dans l'œuvre que vous êtes en train d'écouter. Bon, c'est une des contemplations les plus basses. Les contemplations les plus hautes, c'est celles que, je crois que c'est... Il me semble que c'est le vieux Protagoras envers Socrate qui lui dit ça. Parlons de la boue.
Et Socrate lui dit, mais ça va pas, on va pas commencer à parler de la boue, c'est dégueu. Parlons des choses les plus belles. Et Protagoras lui dit, mais si tu n'es pas capable de parler de la boue, c'est que tu n'as pas encore commencé la philosophie. Les véritables contemplations les plus hautes sont des contemplations qui mènent aux causes les plus hautes. Vous vous souvenez, je vous avais fait descendre en bas, dans la cour, pour regarder les arbres. C'était vous? Ah, c'était les deuxième année, dommage. Quand vous contemplez simplement un arbre, vous allez analyser ses causes. Il y en a 4 possibles, la cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale. Vous allez regarder ces causes. Alors, le scientifique, vous voyez, actuel, il regarde les causes matérielles. Et les causes efficientes. Qu'est-ce qui agit, de quoi c'est composé. Celui qui commence un petit peu en philosophie, il va regarder la cause formelle. Qu'est-ce qu'un arbre? Il va vouloir définir ce qu'est un arbre. Quelle est l'arbritude de l'arbre? Ensuite, il va regarder la cause efficiente. Qu'est-ce qui fait que cet arbre est un arbre? Et ensuite, il va regarder la cause finale. En vue de quoi cet arbre est cet arbre? Ça, ce sont des questions. Mais le sage, il n'a pas ces questions, il a les réponses. L'expérience de contemplation, l'expérience de sagesse, c'est une expérience, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est une expérience quasiment mystique. C'est-à-dire que certains l'ont déjà un peu éprouvé, en fait. Vous avez déjà peut-être éprouvé ça lorsque vous montez en haut d'un sommet, je vous en ai déjà parlé, en haut d'une montagne. Vous contemplez cette montagne, vous contemplez le paysage, et là, il y a quelque chose au fond de vous qui réagit dans le sens où vous avez envie de faire partie de ce truc que vous contemplez. Une espèce de mélancolie, vous voyez, intérieure, qui vous pousse à vous dire, il faut que j'en fasse partie, comment je peux m'unir à ça? Certaines personnes, c'est avec la musique. Vous écoutez une musique, et puis là, pas cette musique évidemment, mais vous écoutez une musique, et en fait, au fur et à mesure de cette musique, vous vous dites, ah mais j'ai envie d'augmenter le son, j'ai envie que ça prenne tout de moi, j'ai envie d'être uni à ce truc-là, j'ai envie de mettre mon corps en danse en plus sur ce truc-là, j'ai envie d'être complètement uni à ce truc. Et même, je me la repasse en boucle, cette musique, parce que j'ai vécu quelque chose qui s'apparente à quelque chose qui dépasse la simple musique. C'est pas que du son rythmé. Il y a quelque chose qui est différent. Et là, vous voyez, ça, c'est des prémices de contemplation. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui perçoit quelque chose qui le dépasse. Il y a des moments d'amitié comme ça. Vous êtes en face de l'autre, vous voyez, et puis vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de, je sais pas, de faire quelque chose, et là, il y a quelque chose, une telle osmose qui est en train de se passer, une telle unité qui est en train de se passer, qui dépasse simplement les mots qui sont en train d'être dits. Vous pouvez être dans un parfait silence. Parfois, ça peut être dans une relation sexuelle que ça se passe, parce qu'il y a un tel degré d'intimité, un tel degré d'union. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la contemplation. Parce qu'à ce moment-là, votre intelligence, qui n'est pas simplement discursif, s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus intuitif et se dit, je saisis quelque chose qui me dépasse, en fait, dans cette activité-là. Et ensuite arrivent des contemplations que seuls des philosophes arrivent à comprendre et qui sont complètement timbrées. Vous vous mettez à regarder ce truc-là, ce gel hydroalcoolique, qui pue par ailleurs, voilà, bon, on s'en fout. Et vous vous dites, ça existe. Ça existe. Pourquoi ça existe? Qu'est-ce qui fait que ça existe? Qu'est-ce qui maintient dans l'être ce truc? Qu'est-ce qui fait que cette chose est et qu'elle n'est pas, en fait? C'est qu'il y a bien quelque chose qui est l'être en tant qu'être, qui lui communique un certain être. Ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez, dans les regards, je vois bien que ça se dérouille complètement. Vous voyez? Mais à ce moment-là, en fait, vous touchez à quelque chose qui est divin. Si Dieu est l'être en tant qu'être, il cause toutes les choses qui sont. Donc ça veut dire qu'actuellement, Dieu, enlevez le Dieu des religions, Dieu, au sens de l'être, cause l'air qu'il y a entre nous deux. Il cause la distance, il est en train de causer aussi mes réactions, il est en train de causer aussi mes émotions, il est en train de causer aussi mon raisonnement. Vous êtes capable d'entendre ce que je suis en train de dire parce qu'il le fait exister.
Et à ce moment-là, vous vous mettez à bugger. Il y a une espèce de vertige. Vous vous mettez à avoir complètement peur. Ou alors vous vous émerveillez. Et vous voyez, ça, c'est ce que je vous souhaite. De rentrer dans une vie contemplative. Parce que être libre pour être libre, on s'en tape. Mais être libre pour être dans la contemplation, vous verrez, vous serez heureux, alors qu'en tant que tel, ça ne coûte rien. Vous n'aurez rien à acheter, vous n'aurez rien à chercher. Le bonheur est accessible, il est à côté. Simplement la contemplation. C'est aussi bête que ça. Et la contemplation la plus haute, elle réside dans la contemplation des causes les plus hautes et dans l'amitié, dans la relation. C'est terrible. Je vais terminer par là. 2 expériences de contemplation que j'ai eues. La première que j'ai eue. La première qui m'a surprise. Je ne m'y attendais pas. Ça a été... J'étais en train de réviser mes partiels, et notamment mes partiels sur la philosophie du vivant. Et donc sur les animaux, sur les plantes, sur les machins, voilà. Et en fait, je m'étais isolé dans un endroit où il y avait en fait un étang qui était au milieu. Et en fait, moi, j'étais à ma fenêtre, comme ça, j'étais en train de regarder l'étang, tout en étant en train de me poser des questions sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est qu'un vivant, pourquoi un vivant est un vivant, et voilà. Et là, il y a un héron qui s'est posé. Vous voyez, le héron, c'est un espèce d'oiseau qui est bizarre, grande perche, voilà. Et je le regarde, et puis je me dis, tiens, c'est marrant, il est vivant. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, il est vivant. Ça veut dire qu'en fait, il a un principe de vie qui est indépendamment de moi. Il est capable de sentir des choses, de connaître des choses. Il a une vie qui est propre, il a une vision du monde qui est propre. Oui, ça c'est juste discursif, c'est juste des paroles. Mais à ce moment-là, j'ai vu le héron. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un héron. C'est-à-dire que j'ai commencé... Il a pris tout mon champ de conscience, c'était très très bizarre. Il y avait une immense joie intérieure. Vraiment une immense joie intérieure, c'était une immense paix intérieure aussi, où il y avait un héron qui m'apparaissait dans sa simplicité, dans son évidence. Et je comprenais ce qu'Aristote disait, il disait, mais pour contempler un cerf, ne disséquez pas le cerf. Regardez le cerf. Et essayez de saisir la séritude du cerf. Ça, c'était la première expérience de contemplation. Je vous assure, ça a duré, je pense, même pas 5 minutes. Ça m'a laissé 2 jours complètement héron. Petit patapon. Enfin, il y avait juste ça. La deuxième expérience de contemplation, mais je me retiens. Maintenant, je me retiens. Mais c'était au début de mon enseignement, quand je faisais passer des oraux aux étudiants. En fait, les oraux, je vous préviens, vous allez passer des oraux avec moi. Quand c'est trop scolaire, ça me saoule un peu. Moi, je veux que ça soit philosophique. Donc souvent, j'embarque la personne pour aller l'amener à quelque chose. Il y a un moment, on s'était embarqués mutuellement. Et en fait, j'arrêtais d'évaluer tout ce qu'il était en train de dire. J'écoutais. Je disais, c'est merveilleux, il est en train de penser. C'est incroyable. Donc après, j'ai appliqué une super technique. Je vous la donne, comme ça, je serais incapable de la faire avec vous. C'est-à-dire que, comme je n'écoutais plus ce qu'il était en train de me raconter, il fallait bien que je l'évalue. Donc à la fin de l'oral, je lui ai dit, très bien, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase synthétique, un petit peu ce que vous avez dit? Voilà. Si un prof vous fait ça, sachez que c'est qu'il n'a rien écouté de l'oral. Voilà, comme ça, vous avez cette technique-là. Mais vous voyez, ce genre de choses, ça peut venir à n'importe quel moment. Depuis que je suis papa, mais mon Dieu. Non, mais je phase. Je phase sur mon fils. Alors lui, d'ailleurs, il me regarde comme ça. Il se dit, mais il est fou. On m'a confié à un fou. Voilà. Donc heureusement, il a sa mère, parce que voilà, c'est heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elles sont là, d'ailleurs. Mais vous voyez, la contemplation, c'est un acte qui est tellement simple, qui est tellement accomplissant, que vous allez comprendre que toute la liberté ne sert qu'à ça. Si vous êtes intempérant, vous ne pourrez pas contempler. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pourrez pas contempler. Si vous n'êtes pas juste, vous ne pourrez pas contempler. Si vous n'êtes pas prudent, vous ne pourrez pas contempler. Si vous n'êtes pas scientifique, vous ne pourrez pas contempler. Si vous n'avez pas l'intelligence des principes, vous ne pourrez pas contempler. En revanche, si vous avez bossé tout ça, je peux vous assurer que la contemplation vous apparaîtra beaucoup plus simple. Vous serez complètement décalé avec le monde actuel, qui déteste cette activité-là. Mais vous allez pouvoir vous arrêter, alors qu'il sera en train de pleuvoir, vous arrêter en plein milieu de la rue, relever la tête, et juste contempler la pluie. La laisser tomber sur vous.
sortir le parapluie si vous avez envie. Mais vous voyez, vous allez vivre des expériences un peu mystiques, sans être religieux, un peu mystiques. Mais ce seront ces expériences-là qui feront votre vie. Et pas tous les soucis qui peuvent l'accompagner. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Maurice. Parce que l'étonnement, c'est une surprise. La contemplation, c'est volontaire. C'est vous qui investissez votre... Vous êtes passif dans l'étonnement. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, vous êtes étonné. Ça peut donner lieu à un départ de contemplation, vous voyez. Mais la contemplation, c'est, ok, j'investis cet étonnement, et là, je vais essayer de contempler ce qu'il y a, quoi. Ah bah carrément. Ah oui, c'est volontaire. La contemplation, elle est volontaire. Oui. Mais comment on fait pour pas devenir fou? C'est pas lui qui va pouvoir vous répondre. Non, moi je suis bien atteint déjà. Mais bah, c'est pas trop grave d'être fou. Mais on est quand même au milieu d'autres gens. Donc si je me mets à contempler un gel hydroalcoolique en plein milieu d'une réunion, comme ça, on est quand même hyper décalé, puis ça nous rend hyper décalé. Ah, ça vous rend décalé. Ah, je préfère votre truc. Bah oui, vous serez décalé. Mais attendez, mais moi je trouve ça bien plus sympa d'être décalé dans un monde de fous. Et donc d'être peut-être une des rares personnes sensées, que d'être fou dans un monde sensé. Vous voyez, actuellement, le monde n'est pas sensé. Pour moi, quand je suis allé à Paris là récemment, quand j'ai vu les gens courir après leur métro et se mettre à faire « Ah !» et à taper sur la porte du métro parce qu'ils étaient à la bourre, je me suis dit « Mais leur vie est nulle. » Alors, c'est pourri. Je veux dire, être philosophe, vous allez vraiment vivre. Enfin, quand je vois le comportement de certaines personnes humaines avec des animaux, simplement. Mais c'est des fous. C'est des fous. C'est-à-dire qu'ils sont méchants, ils sont brutaux. C'est des fous. Alors que justement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Alors que justement, c'est l'objet de la contemplation. Donc vous voyez, moi je préfère un petit peu de folie, oui. J'assume complètement. Je préfère paraître pour un gros décalé. Vous voyez, moi j'aime bien. Je déteste par exemple dans un dîner ou dans un apéro ou dans une soirée quand on commence par demander ce que font les gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, bon sang! Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui te met dans la joie, toi, dans la vie? C'est quoi tes passions? Ah bah là, quand vous commencez à dire ça, alors là, les bons Français, ils font « Oh, mais attends, c'est hyper intime, mais machin. Mais vas-y, parle-moi de ton travail. Allez, ça sert à rien. » Vous voyez? Vaut mieux être un peu décalé, en vrai. Oui, Ombline. On revient à s'émerveiller de tout. Oui. La contemplation donne lieu à un émerveillement, c'est sûr. Et pas un émerveillement débile. Vous voyez, c'est pas le ravi béat qui fait « Ah, c'est trop bien. » Non. Non, c'est là que vous savez pourquoi vous vous émerveillez. C'est absolument incroyable ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez, là, quand je sais pas si vous avez vu, on a réussi à observer une des plus grosses explosions de l'espace. On s'est pris, je sais plus, mais je sais pas combien de gigawatts dans la tronche à cause de ça. Mais c'est absolument génial. Quand vous écoutez ce que disent les scientifiques, vous avez je sais pas, des myriades de sujets d'émerveillement. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler avant Louis-Marie. Non? Ouais, Louis-Marie. C'est volontaire. Ouais. Mais en fait, non, je ne m'attendais pas à la résonance que ça allait avoir sur moi. C'est-à-dire que au début, j'ai investi le héron, entre guillemets, de mon intelligence. J'ai commencé à me dire, bah voilà, c'est un héron, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et en fait, le fait de voir que mon intelligence continuait, et en fait, commençait à s'amplifier à partir de ça, vous avez une résonance en vous qui est complètement passive, quoi. Enfin, vous ne maîtrisez plus ce qui se passe. Mais si ça tombe dessus quand même, non? Enfin, c'est pas 100% de pure volonté. Enfin, Non, c'est pas 100% de pure volonté. Je suis d'accord. C'est pas vous qui êtes à l'initiative du départ du truc, mais par contre, si vous ne l'avez pas voulu, ça ne se produira pas. Vous voyez, il y a quand même une part de volontaire, c'est-à-dire qu'il faut le rechercher, exactement. L'amour de la sagesse, c'est que le philosophe, il le recherche. Pourquoi il passe sa vie à se poser des questions? C'est pour avoir des réponses. Il veut des réponses, le philosophe, donc c'est pour ça. et donc c'est un moyen de réponse. Ah, mais en grande partie, vos réponses vont vous amener à la contemplation. Vous savez, quand on réfléchit sur ce que sont l'homme et la femme, mais vous vivez plus le couple de la même manière.
Vous ne vivez plus de la même manière. Le fait de savoir que vous êtes des animaux raisonnables, je peux vous assurer que moi, ça me change la vie. Hein. Le fait de savoir que vous êtes en apprentissage, ça nous change la vie, à Monsieur Desroches et moi-même. Le fait de savoir que vous n'étiez pas pareil quand vous êtes arrivé et quand vous allez en sortir. Qu'il ne faut pas vous prendre maintenant là où vous en êtes maintenant, parce qu'actuellement vous êtes des gros nazes et que après ce sera mieux. Et que nous, c'est pareil. Vous voyez, ça nous change la vie. Et j'espère que vous voyez ces petits lancements de semaine, ça change des choses. Ça vous fait envisager les choses d'une manière différente. Je sais qu'il y en a certains qui ont été vachement touchés par la question de la force. Vous n'avez jamais vu la force comme ça. Il y en a qui ont été touchés par la question de l'erreur. Vous ne savez pas que l'erreur, c'était bon. Vous voyez, bah ça, vous voyez, ça va changer votre vie. On va s'arrêter là parce qu'il y en a qui ont un devoir. Bonne journée, bon courage. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner.